nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire organisé par l'INRS sur le CACES, comprendre son rôle et ses limites. Ce webinaire sera présenté par Thierry Hanotel et moi-même. Thierry Hanotel, qui est le référent technique national en matière de CACES et également expert en équipement de manutention à l'INRS. Moi-même, François-Xavier Artari, je suis expert en appareils et accessoires de levage à l'INRS et interviens en tant que de besoin sur le référentiel CACES pour toutes les questions ayant trait aux appareils de levage. Cette présentation sera découpée en deux grandes parties. La première que j'animerai, la deuxième qui sera animée par Thierry. Dans la première partie, nous repositionnerons les obligations en matière d'information et de formation qui s'imposent à l'employeur. Nous verrons l'obligation de délivrance d'une autorisation de conduite applicable à certains équipements. Et dans la troisième partie, nous verrons le positionnement du dispositif CACES dans cette obligation de délivrance d'une autorisation de conduite. Thierry poursuivra en vous expliquant les évolutions apportées au dispositif CACES et applicables depuis le 1er janvier 2020 et clôturera ce webinaire en répondant à une série de questions que vous nous avez posées en vous inscrivant sur notre site internet. Pour commencer, nous allons aborder les aspects de formation et d'information ainsi que les obligations qui s'imposent aux employeurs. On a l'habitude de dire que la conduite des équipements de travail nécessite, en matière de prévention, de bien veiller à l'application de 3 axes. Le premier axe est d'avoir un équipement qui soit conforme et en bon état. Le deuxième axe est d'avoir un équipement qui soit adapté à la tâche à réaliser, mais aussi adapté à l'environnement dans lequel l'engin va évoluer. Et le troisième point, qui est un des points les plus importants que nous développerons par la suite, c'est d'avoir un opérateur qui a été correctement formé. Si on prend dans l'illustration jointe, on s'aperçoit qu'a priori l'équipement est conforme, en bon état, il n'y a pas de, manifestement il n'y a pas de souci sur ce point. Par contre, l'équipement n'est pas adapté à la tâche à réaliser, même s'il peut être adapté à l'environnement dans lequel il évolue. Et finalement, l'opérateur, la formation de l'opérateur a été certainement insuffisante sur les limites d'utilisation que l'opérateur devrait connaître, sur les limites d'utilisation de son engin. Effectivement, une chargeuse n'est pas conçue pour effectuer du levage de personnes. On va voir sur les aspects formation et information que de nombreuses dispositions réglementaires s'imposent aux employeurs. C'est avant tout une obligation générale. C'est une obligation qui s'impose à tous les équipements de travail. En effet, l'employeur doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation des équipements de travail. Ce point est précisé par l'article R4323-1 du Code du travail. Et il doit les informer sur 4 points. Il doit les informer sur les conditions d'utilisation de l'équipement. Il doit les informer sur les instructions et limites d'emploi communiquées notamment par le fabricant au travers de sa notice. Il doit informer de la conduite à tenir face à des situations anormales, même si ces situations doivent rester prévisibles. Et il doit informer aussi le salarié, le conducteur en charge de la conduite, du retour d'expérience qu'on a vis-à-vis de la conduite de ce type d'équipement. Un autre article de portée générale est l'article R4323-3 du Code du travail qui précise que la formation à la sécurité est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire. Donc ces deux obligations s'imposent à l'ensemble des équipements de travail. Pour certains équipements, on voit l'exigence renforcée. Ce sont la conduite, cela concerne la conduite des équipements de travail mobile automoteur et des appareils de levage. En effet, la conduite de ces équipements est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Ce point est précisé par l'article R4323-55 du Code du travail, qui précise les objectifs de cette formation. Les objectifs sont la conduite de l'équipement concerné en situation de travail, de transmettre les connaissances et savoir-faire pour la conduite en sécurité de cet équipement, d'informer les salariés par rapport aux risques
liées à l'utilisation de l'équipement et d'informer sur les moyens et méthodes permettant de prévenir les risques. Donc pourquoi on parle de formation, d'exigence renforcée? L'exigence est renforcée sur la conduite de l'équipement. On parle de conduite de l'équipement concerné en situation de travail. Et on parle de transmettre un savoir-faire pour la conduite en sécurité. Donc on voit bien que cette formation doit absolument comporter un volet pratique et une évaluation pratique. On n'est pas simplement sur une transmission d'informations théoriques vis-à-vis du salarié. Donc on retrouve un panel assez large d'équipements de travail. On aurait pu rajouter des échelles, escabeaux. Donc l'obligation d'information s'applique à l'ensemble des équipements de travail. Et parmi ces équipements, on voit deux grandes familles, les équipements de travail automoteurs et les appareils de levage, qui se voient appliquer une obligation renforcée en matière de formation. Nous allons voir le positionnement de l'autorisation de conduite. Donc, c'est avant tout une obligation réglementaire. Cette obligation est portée par l'article R4323-56 du Code du travail qui précise que la conduite de certains équipements est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. Ces équipements ont été définis par l'arrêté du 2 décembre 1998. Cet arrêté a précisé 6 familles d'équipements de travail. Ces 6 familles, on les appellera par la suite les 6 familles réglementaires. Ce sont les grues à tours, les grues mobiles, les grues auxiliaires de chargement de véhicules, qu'on appelle aujourd'hui grues de chargement, les chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés, les plateformes élévatrices mobiles de personnes, qu'on appelle aussi PEMP, et les engins de chantier télécommandés ou à conducteurs portés. Donc on revoit toujours dans notre présentation, parmi les familles d'équipements qui sont assujettis à une obligation renforcée de formation, on voit apparaître nos 6 familles d'équipements qui nécessitent la délivrance d'une autorisation de conduite par l'employeur. Alors, ces 6 familles réglementaires ont été complétées de 2 autres familles, les chariots élévateurs à conducteurs accompagnants, ainsi que la famille des ponts roulants portiques et semi-portiques. Ces 2 autres familles ont été introduites par des exigences liées à des recommandations de la CNAM. Ainsi, la recommandation R366 adoptée en 1995, cela fait 25 ans, introduit l'obligation de délivrance d'une autorisation de conduite pour la conduite de ces équipements. Et les recommandations R318 et R423 introduisent aussi l'exigence de délivrance d'une autorisation de conduite pour la conduite des ponts roulants portiques et semi-portiques. Ces recommandations, qui sont assez anciennes, sont toujours en vigueur en 2020. Alors, on voit donc parmi l'ensemble des familles soumises à une obligation renforcée en matière de formation, nos 6 familles réglementaires qui sont complétées par 2 autres familles, les chariots élévateurs à conducteurs accompagnants et les ponts roulants. Famille qui nécessite aussi la délivrance d'une autorisation de conduite et c'est imposé par des recommandations de la CNAM. La CNAM, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est l'assureur en matière d'accident du travail. Alors vous allez me dire, mais on voit bien que c'est une exigence liée à une recommandation. Mais est-ce qu'une recommandation est obligatoire? Non, effectivement, une recommandation n'est pas obligatoire au sens strict. Une recommandation propose des moyens pour atteindre des objectifs de sécurité qui s'imposent aux employeurs, mais son non-respect n'expose pas à une sanction directe. Par contre, l'atteinte de ces objectifs en matière de sécurité doit être réalisée. Comment faire aussi bien qu'une autorisation de conduite sans la délivrer? Alors, le CACES. Le CACES est un dispositif qui permet aux employeurs d'atteindre un certain nombre d'objectifs dans le cadre de la délivrance d'une autorisation de conduite.
Ainsi, la conduite des équipements de travail concernés par l'obligation de délivrance de l'autorisation de conduite nécessite que le conducteur ait reçu une formation à la conduite de l'équipement qu'il utilise. C'est le fameux article R4323-55. Que son aptitude médicale à la conduite de cette machine ait été vérifiée. Qu'il ait réussi des tests théoriques et pratiques relatifs à la conduite en sécurité de l'équipement. Que les informations relatives à la sécurité spécifique au site sur lequel il évolue lui aient été communiquées. Et enfin, que le chef d'entreprise lui ait délivré une autorisation de conduite pour l'engin concerné. Le dispositif CACES est uniquement un référentiel national destiné à l'évaluation des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique des conducteurs. En effet, le dispositif CACES n'introduit pas d'exigence vis-à-vis de l'aptitude médicale. Le dispositif CACES ne vise pas à évaluer les connaissances des salariés vis-à-vis des règles de sécurité spécifiques au site sur lequel ils évoluent. Et enfin, le CACES ne vient pas en lieu et place d'une autorisation de conduite. Même si un salarié est détenteur d'un CACES, l'employeur a l'obligation de délivrer une autorisation de conduite. Ce que l'on va voir là, c'est la légitimité du CACES. Le CACES est un dispositif qui repose sur deux piliers, deux fondamentaux forts. Le premier, c'est que c'est un dispositif élaboré par les partenaires sociaux, établi sur la base d'un consensus des partenaires sociaux. Ce sont eux qui fixent les objectifs de prévention des risques et qui adoptent le référentiel technique au sein des comités techniques nationaux de la CNA. Donc, premier point fort, c'est que c'est un dispositif paritaire. Début des années 2000, il y a eu la publication des 6 premières recommandations CACES. Ce sont les fameuses recommandations R389, R382, R377, R383, R390 et R386. Donc on retrouve notre présentation avec le positionnement des CACES. On voit que le périmètre des CACES couverts par ces 6 premières recommandations publiées en début des années 2000 ne couvre pas l'exhaustivité des engins qui sont soumis à délivrance d'une autorisation de conduite pour une raison simple, c'est que le CACES ne vise que les engins les plus courants. Si on prend l'exemple d'un des engins qui n'est pas repris dans le périmètre CACES, un chariot cavalier à conducteur porté que l'on retrouve notamment dans les domaines portuaires, cet équipement n'est pas très courant. Donc, il n'avait pas vocation à entrer dans le périmètre de la recommandation R389 qui visait les chariots élévateurs à conducteur porté. Il n'empêche que cet équipement est malgré tout soumis à l'obligation de délivrance d'une autorisation de conduite par l'employeur. Premier point fort, c'est que c'est un dispositif paritaire, adopté sur la base d'un consensus. Deuxième point fort qu'ont souhaité les partenaires sociaux, c'est que le déploiement ne soit confié qu'à des organismes qui soient certifiés. C'est pour ça que l'on parle d'organismes testeurs certifiés. Ces organismes sont certifiés par des organismes certificateurs qui eux-mêmes sont accrédités par le COFRAC, Comité français d'accréditation, qui lui-même d'ailleurs est audité par ses pairs au niveau international. Donc on voit qu'on est sur un processus dont le déploiement est maîtrisé au travers d'audits. On voit aussi le rôle de l'INRS qui intervient à différents niveaux du déploiement du dispositif, qui intervient à la fois en appui à la CNAM sur l'élaboration du référentiel, qui intervient aussi au niveau des organismes certificateurs, notamment, on est notamment présent dans les comités de certification et on répond dans notre démarche d'assistance quotidienne aux questions que peuvent nous poser les employeurs, voire les organismes testeurs certifiés.
On souhaitait bien faire le point sur CACES et formation. Vous avez été nombreux à nous poser des questions. Est-ce que le CACES est un dispositif de formation? On voit qu'il y a beaucoup de confusion entre l'objectif du CACES et l'objectif réglementaire repris par l'article R4323-55. Pour rappel, les objectifs de la formation à la conduite sont apporter au conducteur les compétences nécessaires à la conduite de l'engin concerné et de ses différents équipements interchangeables en situation réelle de travail et dans son environnement d'évolution. Deuxième objectif, c'est de transmettre aux salariés les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en sécurité de l'engin. Troisième objectif, communiquer aux salariés les informations relatives aux risques liés à l'utilisation de l'équipement. Et dernier objectif, c'est de permettre de maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir et de maîtriser ces risques. On voit bien que la formation préparatoire au CACES ne couvre pas totalement le premier point. En effet, la formation préparatoire au CACES ne s'effectue pas en situation réelle de travail et ne s'effectue pas sur le lieu de l'entreprise, pas systématiquement dans l'environnement donc d'évolution. Et en aucun cas ne prend en compte l'ensemble des équipements interchangeables pouvant équiper un même appareil. Par exemple, si on prend un chariot élévateur à flèche télescopique, il y a un nombre incalculable d'équipements interchangeables qui permettent de changer la fonction de ce chariot. Donc le premier point ne fait pas partie de la formation préparatoire au CACES. Le CACES, comme on l'a rappelé, est un référentiel d'évaluation des connaissances et du savoir-faire des salariés pour la conduite en sécurité des équipements de travail, notamment ceux concernés par l'article R4323-56. On met notamment, car souvenez-vous, il y a aussi deux autres familles, les chariots élévateurs à conducteurs accompagnants et les ponts roulants qui sont aussi assujettis à la délivrance d'une autorisation de conduite. L'évaluation concerne les engins les plus courants, munis de leurs équipements standards, utilisés pour les tâches habituelles, réalisées dans un environnement classique. Avec ces limites, un CACES permet de délivrer une autorisation de conduite pour tous les engins de la même catégorie. On va illustrer ce propos sur la base de la nouvelle recommandation R483, catégorie B, donc sur la base des grues mobiles. Si on prend une grue mobile, donc la catégorie B qui couvre l'ensemble des grues mobiles à flèche télescopique, donc on voit que dans la même catégorie rentrent des équipements aussi divers et variés que des équipements de très grosse capacité, des grues mobiles qu'on appelle araignées, c'est-à-dire que la stabilisation permet de se stabiliser dans des terrains vraiment très chaotiques, et des grues mobiles à flèche télescopique, mais à translation sur chenille. L'évaluation va se passer sur un équipement dit de référence. Cet équipement est représenté en haut à droite. On comprend bien que la seule formation à la réussite finalement du test qui sera réalisé avec l'équipement en haut à droite, cette formation est insuffisante pour maîtriser l'utilisation dans toutes ses subtilités des trois équipements représentés ci-dessous. Donc on voit bien qu'il y a nécessité de délivrer une formation complémentaire sur la spécificité des équipements qui vont être réellement utilisés, et ce, pour atteindre l'objectif fixé par la réglementation déjà de l'article R4323-55, si on veut réellement que la formation ait été adéquate vis-à-vis de l'engin que l'on va utiliser. Donc la seule détention du CACES est insuffisante. Une formation adéquate est indispensable. Alors, quelle est la valeur juridique du CACES? Le CACES est avant tout assis sur des recommandations. Donc, on l'a déjà vu auparavant, le CACES, effectivement, n'est pas obligatoire. Mais l'employeur doit mettre en œuvre des moyens permettant d'atteindre les mêmes objectifs
en matière de sécurité, qu'on vient de rappeler, ce qu'on vient précédemment de voir, c'est la force du CACES. Le CACES met à disposition des procédures de test nationales, élaborées de façon paritaire par les partenaires sociaux, appliquées par des testeurs qualifiés et audités au sein d'organismes testeurs CACES eux-mêmes certifiés. Certifiés par qui? Par des organismes certificateurs eux-mêmes accrédités par le COFRAC. Comment l'employeur pourrait-il faire aussi bien que ce process qui est à la fois reconnu nationalement et dont le déploiement est parfaitement maîtrisé? Donc on va essayer de voir un petit peu dans une démarche que mettrait un employeur l'avantage qu'il y a à utiliser le dispositif CACES. En matière de formation, la durée, le contenu doit être identique, que l'on passe par un mode d'évaluation par un organisme testeur certifié ou par un autre mode d'évaluation qui serait confié à un organisme de formation non certifié. La formation, bien entendu, il est important de le rappeler, la durée de la formation notamment peut dépendre de l'expérience du salarié, mais en aucun cas ne doit dépendre du mode d'évaluation choisi. Un test CACES dans un organisme testeur certifié, c'est quoi? C'est 1 heure de théorie, 1 à 2 heures de pratique. On voit que c'est un temps relativement contraint. Ça offre un gros avantage pour l'employeur. C'est une sécurité juridique due à un dispositif paritaire national, reconnu nationalement. En matière d'inconvénients, il y a effectivement un nombre d'organismes testeurs certifiés qui est limité et quelques contraintes liées au référentiel. Si on prend un autre moyen d'évaluation, effectivement, on a un nombre d'organismes plus important, puisqu'il n'y a pas d'obligation d'être certifié. Par contre, dans ce cas de figure, l'employeur ne bénéficie plus de la sécurité juridique. La responsabilité de l'évaluation incombe dans ce cas de figure à l'employeur. On voit bien qu'il y a peu d'intérêt à utiliser une autre évaluation que le CACES. Je vous remercie pour votre attention. Je vais passer maintenant la parole à Thierry Hanotel. J'espère avoir été assez clair sur les fondamentaux du CACES. Et je vous remercie. Et je vous remercie pour votre attention. Bonjour, je suis Thierry Hanotel de l'INRS Paris. Je suis l'expert en charge de l'animation du dispositif CACES pour l'ensemble du réseau assurance maladie, risque professionnel. C'est donc moi qui vais vous présenter la deuxième partie de ce webinaire consacré à la rénovation du CACES. En particulier, je vous détaillerai les dispositions que nous avons prises lors de cette rénovation et ses objectifs, les conséquences de la rénovation pour les entreprises utilisatrices, et je terminerai en répondant aux questions que vous nous avez posées lors de votre inscription. Tout d'abord, outre la légitimité que le CACES tire de son adoption par les partenaires sociaux, son succès est aussi commercial puisque nous délivrons près de 800 000 CACES chaque année depuis plusieurs années, dont la majorité, comme vous pouvez le constater, en chariot de manutention industrielle pour environ 55%. Et ensuite, les deux familles qui suivent sont respectivement les PEMP et les engins de chantier qui représentent environ 20% des certificats délivrés chaque année. Les 20 années de CACES version 1 ont permis de tirer des enseignements et un retour d'expérience, notamment des améliorations sensibles dues à la mise en œuvre de façon importante de ce dispositif, d'abord une sinistralité maîtrisée, c'est-à-dire que, en dépit d'une augmentation importante du nombre d'équipements en service dans les entreprises, principalement chariots industriels et PEMP qui ont vu leur nombre s'accroître de façon très importante, le nombre d'accidents graves et mortels constatés avec ces équipements n'augmente pas et reste sensiblement constant depuis une vingtaine d'années. Les utilisateurs, et notamment les grandes fédérations du bâtiment et des travaux publics, nous
remontent aussi des constatations au niveau de l'immobilisation des engins, pour lesquels, là encore, malgré une augmentation importante du nombre de ces engins et de leurs conducteurs, le taux d'immobilisation des machines est réduit, notamment grâce à une meilleure formation des opérateurs et grâce à une meilleure prise en compte de leur état avant et après utilisation. Tous les préventeurs, qu'ils soient internes aux entreprises ou qu'ils soient institutionnels, ont constaté aussi depuis plus de 20 ans une nette amélioration du niveau de formation à la conduite des différents opérateurs, des différentes familles d'équipements de travail concernés. Par contre, pendant ces 20 années, nous avons aussi pu mettre en évidence des difficultés et des anomalies. Alors, principale difficulté qui vient du fait que le CACES repose sur des textes adoptés et non révisés. Les catégories d'équipements de travail qui ont été figées dans les recommandations sont devenues, au fil du temps, pour certaines, inadaptées aux nouveaux équipements qui ne cessent d'apparaître sur le marché. Nous avons pu constater aussi que les OTC ont des pratiques très hétérogènes, notamment au niveau de leurs moyens techniques et humains, ce qui est en contradiction avec l'idée fondatrice du CACES d'avoir un moyen d'évaluation universel et homogène sur l'ensemble du territoire. Et puis, les modalités de contrôle et de la pratique des organismes leur permettent, dans certains cas, d'avoir des pratiques commerciales douteuses, donc ce qui a un impact négatif sur l'image du référentiel et sur la confiance que les employeurs peuvent lui attribuer. Donc pour ces raisons, notamment, après 20 années d'utilisation, les différents acteurs impliqués ont souhaité une rénovation du référentiel qui porte notamment, alors tout d'abord pour les préventeurs, comme je vous le disais, qu'ils soient institutionnels ou privés, une volonté d'améliorer le niveau de formation des conducteurs. Comme François-Xavier vous l'a expliqué, le référentiel CACES ne concerne pas la formation des opérateurs, mais leur évaluation. Toutefois, on peut supposer qu'en améliorant la qualité des tests CACES, par effet de levier, on devrait obtenir une amélioration du niveau de formation des conducteurs. C'est donc ce qui a été tenté lors de cette rénovation. Les employeurs ont aussi souhaité, évidemment, que la rénovation de ces recommandations s'accompagne d'une adaptation des catégories pour qu'elles soient mieux adaptées aux équipements qu'on rencontre sur le marché aujourd'hui, et puis aussi ceux qui pourraient arriver dans un futur proche. Certains utilisateurs, et notamment des fédérations de loueurs de matériel, ont souhaité qu'on prenne en compte dans les recommandations la conduite des engins dans des activités qu'on appelle hors production, c'est-à-dire pour les déplacer, pour en faire des démonstrations, pour les livrer sur les chantiers ou dans les entreprises, comme ça existait déjà pour, par exemple, les chariots industriels à conducteurs portés ou pour les engins de chantier. Et enfin, la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, a souhaité intégrer 2 nouvelles familles d'équipements qui sont, depuis de nombreuses années, source de nombreux accidents, soit graves, soit mortels. Donc, ces objectifs ont été pris en compte et ont été intégrés au nouveau référentiel qui est applicable depuis le 1er janvier 2020 et qui donc, comporte maintenant 8 recommandations qu'on appelle R400. Donc, ces nouvelles recommandations CACES R400 sont les suivantes. La R482 qui remplace la R372 modifiée pour les engins de chantier, la R487 pour les grues à tour, la R483 pour les grues mobiles, la R486A pour les PEMP, la R489 pour les chariots de manutention à conducteur porté, la R490 pour les grues de chargement,
Et puis les deux nouvelles, la R484 pour les ponts roulants et portiques et la R485 pour les chariots gerbeurs à conducteurs accompagnants. Donc, j'insiste sur un point important. Le seul moyen pour obtenir une version dont on peut garantir que ce soit la bonne version à jour de ces textes est d'aller les télécharger sur le site de la CNAM, amélie.fr, au lien qui est indiqué sur ce slide. Alors, une parenthèse sur la recommandation PEMP, donc vous pouvez constater qu'elle comporte un indice A. En fait, cette recommandation a fait l'objet d'une modification juste avant son entrée en vigueur. Donc, c'est cet indice A qui indique que le texte a été modifié. Si je reprends un résumé de la première partie de ce webinaire, donc avec François-Xavier, vous êtes arrivé à cette figure qui indique à droite en bas les 6 familles de CACES R300 dont l'objectif est de réaliser l'évaluation des connaissances et du savoir-faire des conducteurs pour la conduite de la majorité des engins soumis à autorisation de conduite réglementaire. Donc, le nouveau CACES R400, cette fois, a pour objectif toujours l'évaluation des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité des salariés, mais cette fois non plus des seules 6 familles réglementaires, mais de 8 familles. Donc, pour résumer, les 6 familles rénovées permettent d'évaluer les connaissances et savoir-faire en vue de la délivrance d'une autorisation de conduite pour les engins qui sont soumis réglementairement à la délivrance de cette autorisation. Et ensuite, la R484 et R485, qui concernent les ponts roulants et les chariots gerbeurs à conducteurs accompagnants, permettent eux aussi d'évaluer les connaissances et le savoir-faire des conducteurs en vue de la délivrance d'une autorisation de conduite qui est recommandée par les recommandations R318, R366 et R423 que François-Xavier a évoquées dans la première partie. La première question qui nous est fréquemment posée, effectivement, c'est quel est l'apport de ces 2 nouvelles familles de CACES et en particulier, créent-elles de nouvelles obligations pour les employeurs? Donc, la réponse est non. En effet, depuis plusieurs décennies, nous avions déjà des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie qui préconisaient de délivrer une autorisation de conduite à l'issue de la formation obligatoire. Par conséquent, les R484 et R485 se contentent de mettre à la disposition des employeurs les moyens du CACES, c'est-à-dire des organismes testeurs certifiés, des testeurs personnes physiques eux-mêmes audités et qualifiés, en vue de leur fournir un moyen de remplir cette obligation de sécurité de résultat qui leur incombe en matière d'évaluation des conducteurs. Se pose aussi assez souvent dans les entreprises le cas particulier des transpalettes à conducteurs accompagnants. Souvent sous cette forme, les transpalettes à conducteurs accompagnants sont-ils concernés par un CACES R485 ? Non, ce n'est pas le cas, évidemment, puisque le champ d'application de la recommandation R485 est limité aux gerbeurs à conducteurs accompagnants dont la hauteur de levée est supérieure à 1,20 m. Toutefois, je vous rappelle que la recommandation R366 concerne tous les chariots à conducteurs accompagnants, ce qui signifie que l'application de cette recommandation nécessite de délivrer une autorisation de conduite aux conducteurs de transpalettes. Par conséquent, cette autorisation de conduite devant reposer notamment sur une formation qui, elle, est réglementaire et une évaluation qui doit être appropriée. Alors, la recommandation R485 mentionne que toutefois, pour les conducteurs qui sont aussi conducteurs de gerbeurs à conducteurs accompagnants, la détention d'un CACES R485 permet de délivrer
une autorisation de conduite pour la conduite des transpalettes à conducteur accompagnant. Donc, comme je vous le disais, je vais vous parler des principales évolutions du dispositif CACES 2020 et de leur incidence pour les entreprises utilisatrices. En fait, ces conséquences sont assez limitées puisque le but de la rénovation était surtout porté sur le fonctionnement du dispositif et sur le fonctionnement des organismes testeurs certifiés. Pour les entreprises, déjà, il n'y a pas d'impact sur la formation. En effet, l'objectif de la formation fait que son contenu et ses modalités doivent dépendre évidemment du salarié concerné, puisque cela doit tenir compte de ses connaissances et de son expérience. Bien évidemment, la formation doit tenir compte de l'équipement qui sera utilisé, des tâches qui seront effectuées, de l'environnement de travail, mais cette formation ne devrait pas être liée au mode d'évaluation, ou en tout cas très peu. Les épreuves pratiques ont été précisées et parfois complétées dans les recommandations, mais leur durée n'a pas augmenté pour les chariots et les PEMP notamment, qui représentent, je vous le rappelle, 75% des CACES délivrés. Ça signifie que pour tous ces CACES, il n'y a pas d'augmentation de la durée des épreuves pratiques du CACES. Effectivement, un point qui peut parfois poser quelques problèmes aux entreprises utilisatrices, c'est que ce nouveau référentiel impose que les épreuves pratiques des CACES soient réalisées avec des équipements qu'on appelle représentatifs, c'est-à-dire d'une masse, d'une portée, d'une capacité minimale qui est imposée par les recommandations. Ces contraintes s'appliquent aussi aux entreprises lorsque les tests sont réalisés en intra. Donc, cette disposition nouvelle peut effectivement avoir un impact pour les entreprises qui pourraient, dans certains cas, ne pas être autorisées à utiliser leur propre matériel. Ces points doivent être examinés avec l'OTC avant la réalisation de la démarche de test dans l'entreprise. Autre impact de la rénovation pour les OTC, ils doivent maintenant, pour être certifiés, disposer d'au moins un centre de déroulement de test, qu'on appelle CDT, où les tests des catégories de CACES les plus courantes doivent pouvoir être organisés. Donc cela permet aux entreprises qui ne disposent pas des moyens techniques ou matériels pour réaliser les tests dans leur entreprise, de disposer toujours à proximité de locaux où ces tests peuvent être organisés. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui sur ces points techniques, puisque un second webinaire CACES sera prochainement consacré en détail à toutes ces évolutions pratiques du référentiel concernant la réalisation des tests et leurs modalités. Évidemment, la question phare et principale de toutes les entreprises, c'est les anciens CACES, donc R300, sont-ils toujours valides? La réponse, évidemment, est oui. Le nouveau référentiel n'avait pas pour vocation ou pour objectif d'invalider l'ancien, mais de le compléter, de l'améliorer. La durée de validité des CACES R300 donc, qui ont été délivrés avant le 1er janvier 2020 n'a pas été remise en cause lors de cette rénovation. L'employeur peut donc délivrer une autorisation de conduite sur la base d'un CACES R300 jusqu'à la date d'échéance qui est portée sur celui-ci. La question se pose aussi concernant les formations antérieures sur les ponts roulants et les gerbeurs à conducteurs accompagnants. Là encore, la plupart des formations qui ont été délivrées dans les entreprises pour ces équipements avant 2020 sont toujours valables. Quelques conditions toutefois s'appliquent qui sont définies dans l'annexe 1 à 3 des deux recommandations CACES correspondantes. Pour la première, les formations et évaluations qui ont été réalisées restent valables tant que le salarié ne change pas d'établissement. Pour la seconde, donc la R485, le 3CTACA qui est délivré dans la région centre-ouest, ou à défaut des formations R366 partie 1, plus 2, plus 3, une journée au moins, permettent de continuer à délivrer une autorisation de conduite
pendant 5 années, les 5 années qui suivent la date d'obtention de cette formation plus évaluation. L'INRS met à votre disposition de nombreux moyens pour vous informer sur le sujet de la formation, de l'évaluation et du CACES, notamment une publication récente que j'ai réalisée en fin d'année dernière, le D6348, qui présente sous forme de questions-réponses détaillées et argumentées les modalités de formation, d'évaluation et de délivrance d'une autorisation de conduite et le rôle du dispositif CACES rénové dans ce processus. Ce document, que vous pouvez bien évidemment télécharger et consulter gratuitement sur notre site comme toutes nos autres brochures, détaille de nombreux éléments présentés lors du webinaire et de nombreuses questions-réponses que j'ai évoquées ou que je vais vous présenter par la suite. Nous avons mis en place au début de cette année un nouveau dossier web consacré au CACES, donc toujours accessible sur notre site inrs.fr, qui présente ce dispositif et renvoie vers l'ensemble des documents et ressources utiles, dont notamment la base de données des OTC qui recense les organismes testeurs certifiés, dont je vais vous présenter le fonctionnement dans quelques minutes. Le FAQ CACES 2020, donc qui est un forum aux questions, dont le rôle est de préciser certains points du référentiel et des recommandations à l'intention des utilisateurs et des différents acteurs du dispositif CACES. Ce webinaire, il sera aussi prochainement mis en ligne. Vous pouvez aussi, bien évidemment, vous adresser à votre caisse régionale, puisque le service prévention de la caisse régionale, CARSAT, CRAMIF ou CGSS, est l'interlocuteur privilégié des entreprises pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Dans chacune d'entre elles, un correspondant CACES est en mesure de répondre à vos interrogations. Les coordonnées de ce service prévention figurent en 3e page de couverture de toutes les brochures de l'INRS, dont le D6348 que je viens de vous évoquer. Nous avons aussi un service écoute assistance en ligne, puisque pour son rôle d'accompagnement des entreprises dans leur gestion de la prévention des risques professionnels, l'INRS met à la disposition des entreprises et des salariés un moyen de contacter nos experts pour toutes les questions qui concernent le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Ce service est bien évidemment gratuit pour tous les demandeurs. Vous pouvez privilégier bien évidemment le mail à l'adresse qui est indiquée ci-dessous. Vous pouvez aussi utiliser le téléphone et le courrier avec des délais qui sont généralement un peu plus longs. Je vais maintenant, comme je vous le disais, répondre à certaines des questions que vous nous avez posées lors de votre inscription. Tout d'abord, comment trouver à proximité de l'entreprise un organisme qui peut délivrer le CACES dont vous avez besoin? Comme je vous l'ai dit précédemment, nous mettons à la disposition des entreprises une base de données de l'ensemble des organismes testeurs certifiés CACES, et cette base est mise à jour en permanence en fonction des indications qui nous sont fournies par les organismes certificateurs. Donc ces organismes que vous recherchez peuvent être sélectionnés dans une zone géographique définie par numéro de département et bien évidemment pour les familles catégories de CACES pour lesquelles vous souhaitez obtenir un certificat. Donc elle est consultable sur le site de l'INRS, comme je vous le disais, dont le lien est fourni dans notre dossier web. Et il y a aussi ci-dessous le lien direct vers la base de données. Lorsque vous consultez cette base de données, la première page qui s'affiche donc vous permet de rentrer vos critères de recherche, les numéros, le ou les numéros des départements dans lesquels vous souhaitez faire passer les tests, les catégories de CACES qui vous intéressent, et éventuellement, ce champ est facultatif, le nom de l'organisme testeur certifié que vous recherchez. J'attire votre attention sur le fait que lorsque on indique 2 catégories lors d'une recherche,
le nom des organismes testeurs certifiés qui sont fournis par la base de données sont bien les organismes testeurs certifiés capables de réaliser les deux catégories. Donc, cela est important lorsque les organismes fournis ne sont pas ceux qui sont capables de réaliser l'une ou l'autre des catégories. Alors attention, donc lorsqu'on lance la recherche, on obtient un tableau de résultats. Et dans ces tableaux de résultats, on peut retrouver deux types de sites avec deux périmètres de certification différents. Par exemple, ici dans cet extrait du tableau, donc pour lequel vous trouvez le résumé de votre recherche, c'est-à-dire les numéros de département que vous avez sélectionnés et le ou les catégories que vous avez retenues, vous allez obtenir des agences et des CDT. Donc dans cet exemple, l'organisme testeur certifié A dispose d'une agence, c'est-à-dire pour laquelle le périmètre qui est fourni correspond à l'ensemble des familles et des catégories pour lesquelles l'organisme testeur certifié A est certifié, c'est-à-dire tous les CACES qu'il est susceptible de délivrer. Au contraire, dans le périmètre du centre de déroulement de test n'indique que les familles et catégories pour lesquelles les CACES peuvent être réalisés sur ce site. Une question très fréquente depuis plus de 20 ans, c'est quelle est la validité du CACES à l'étranger? Donc je vous rappelle que les exigences relatives à la formation et à une éventuelle évaluation des conducteurs sont des dispositions nationales, c'est-à-dire qu'elles sont fixées par le pays dans lequel elles s'appliquent en fonction de ses priorités propres en matière de prévention des accidents du travail. C'est donc dans le code du travail du pays concerné ou son équivalent qu'il faut chercher la réglementation applicable à l'engin concerné. Par conséquent, lorsqu'une obligation de formation et d'évaluation existe, et c'est le cas dans plusieurs pays européens notamment, seules les autorités nationales de ce pays peuvent définir si le CACES y répond. À l'inverse, on me demande aussi souvent quelle est la valeur d'un CACES, entre guillemets, obtenu à l'étranger. Alors je dis entre guillemets, puisque en règle générale, il n'est pas possible de délivrer un CACES à l'étranger, puisque seuls les organismes testeurs certifiés peuvent délivrer un vrai CACES. Donc pour être organisme testeur certifié, il faut notamment disposer d'un siège social en France. Donc les seuls organismes qui peuvent délivrer un CACES à l'étranger sont des organismes qui sont français et qui disposent d'implantations à l'étranger, souvent dans des pays frontaliers. Donc par conséquent, aucun dispositif d'évaluation, français ou étranger, ne permet à ce jour de bénéficier d'une équivalence au CACES. C'est donc la responsabilité de l'employeur d'adosser l'autorisation de conduite sur une formation ou une évaluation qui émane d'un organisme étranger. Effectivement, ce n'est pas interdit. Le Code du travail impose aux employeurs de disposer d'une preuve de formation et d'une preuve d'évaluation qui lui permettent de délivrer l'autorisation de conduite. Donc l'employeur doit donc, lorsqu'il décide de s'appuyer sur un dispositif étranger, se poser quelques questions, notamment la formation qui a été délivrée aux conducteurs dans cet organisme étranger remplit-elle les exigences de formation adéquates définies par notre Code du travail? Et l'évaluation qui lui a été remise permet-elle d'attester des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité de l'équipement qu'il va confier au conducteur? Nous déconseillons à l'employeur de prendre ce risque juridique, notamment lorsqu'il ne sait rien de l'organisme qui a réalisé la formation et l'évaluation, ou, comme c'est souvent le cas, s'il ne dispose que d'un simple permis qui est souvent rédigé dans une langue étrangère. Vous avez peut-être pu constater que, comme dans le dispositif R300, les recommandations R400 prévoyaient qu'une liste de diplômes, titres, certificats pourrait à terme dispenser de CACES.
Aujourd'hui, cette liste est toujours en cours d'élaboration par la CNAM avec le concours des ministères concernés, c'est-à-dire les ministères du Travail, ministère de l'Éducation nationale et ministère de l'Agriculture. Elle sera mise en ligne sur le site internet de l'INRS dans le dossier web CACES dès qu'elle sera disponible. Le ministère de l'Agriculture, pour sa part, a déjà fait paraître un arrêté avec la liste de ces diplômes qui permettront de dispenser de CACES. On me demande souvent, bien que le CACES ne soit, je vous rappelle, pas un référentiel de formation, quel est le contenu de la formation adéquate qui est prévue par le Code du travail. En fait, c'est la responsabilité de l'employeur de définir les modalités de la formation, c'est-à-dire notamment son contenu, sa durée, les moyens qui seront mis en œuvre, afin de permettre à chaque salarié, puisque cette formation elle doit correspondre aux besoins de chacun des salariés, en tenant compte de ses compétences et de son expérience personnelle, qui permettra d'utiliser l'engin concerné, évidemment, pour accomplir les tâches qui lui seront confiées, évidemment de les accomplir en sécurité et dans l'environnement qui sera le sien. Donc, le contenu de cette formation dépend de nombreux éléments, le conducteur, l'engin, l'entreprise, mais ne devrait pas être lié au moyen d'évaluation. En fait, c'est le moyen d'évaluation qui s'adapte aux besoins de l'entreprise. C'est pour ça que nous disons toujours que le CACES est un moyen de remplir cette obligation d'évaluation pour la majorité des engins, dans la majorité des applications et dans la majorité des utilisations prévues pour cet engin, mais que le CACES n'est pas la réponse absolue à tous les besoins d'évaluation pour tous les équipements de la création et dans toutes les entreprises de France. Bien évidemment, cette question sur la réalisation des formations en interne, le Code du travail n'interdit pas que la formation soit réalisée en interne, soit par un organisme extérieur, soit par un salarié de l'entreprise. C'est la responsabilité de l'employeur de désigner un formateur interne qui dispose des compétences nécessaires, notamment les connaissances et savoir-faire pour la conduite en sécurité des équipements concernés, bien entendu, en général attesté par la détention du ou des CACES concernés, qui doit connaître aussi la technologie des équipements, puisque en général, il y a un lien direct entre la technique et les risques. Ce formateur doit être compétent dans la prévention des risques liés à l'utilisation des équipements de travail concernés. Il doit connaître la réglementation qui s'applique à ces équipements. Bien entendu, ce doit aussi être un formateur pédagogue. Nous ne pouvons que recommander, éventuellement lorsque, pour des raisons pratiques ou économiques, les entreprises décident de recourir à des formateurs internes, de recourir néanmoins à l'issue de cette formation à une évaluation CACES, ce qui permet de réaliser l'évaluation des connaissances et du savoir-faire des conducteurs par une tierce partie. Bien évidemment, cette évaluation CACES ne peut être réalisée que par un OTC. Les épreuves peuvent néanmoins être organisées dans l'entreprise si les moyens requis par la recommandation sont disponibles. Question très fréquente depuis l'entrée en vigueur de ce nouveau référentiel, quelles sont les exigences prévues par le référentiel CACES en matière de suivi de l'état de santé des conducteurs? Je vous rappelle que ce n'est pas le référentiel CACES qui impose ce suivi de l'état de santé, mais bien le Code du travail qui impose que les conducteurs des équipements de travail appartenant aux 6 familles dites réglementaires, donc celle de la liste de l'article 2 de l'arrêté du décembre 98, un examen d'aptitude médicale. Donc, tous ces conducteurs doivent nécessairement faire l'objet d'un suivi individuel renforcé, qu'on appelle CIR. Donc, ce qui consiste en un examen médical d'aptitude par le médecin du travail avant l'affectation au poste et renouvelé au moins tous les 4 ans, et une visite intermédiaire par un professionnel de santé au maximum tous les 2 ans. La question se pose donc pour les 2 nouvelles familles, donc les ponts roulants et les gerbeurs à conducteurs accompagnants.
qui ne font pas partie de ces 6 familles réglementaires. Par conséquent, pour les conducteurs de ces équipements, le Code du travail n'impose pas un examen médical d'aptitude à ces conducteurs. Toutefois, l'utilisation de ces équipements présente des risques importants similaires à ceux des 6 autres familles. C'est pourquoi les partenaires sociaux ont souhaité recommander aux employeurs d'inscrire ces postes sur la liste des postes dits à risque pour lesquels un CIR est nécessaire pour le salarié qui est affecté. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette démarche de suivi de l'état de santé et d'aptitude médicale, je vous invite à consulter le dossier qui était réalisé par nos experts médicaux de l'INRS à l'adresse qui est indiquée en bas de ce slide. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous souhaite une bonne continuation dans vos activités et dans l'évaluation de vos conducteurs. Au revoir.